Anni-Frid Lyngstad, plus connue sous le nom de Frida, la légendaire voix du groupe ABBA a profondément marqué les générations grâce à son talent exceptionnel et sa présence sur scène. Sa carrière a traversé les décennies, et ABBA reste aujourd'hui un des groupes les plus emblématiques de la scène musicale internationale. Mais derrière les paillettes et le glamour de cette célébrité, il existe une histoire bien plus complexe et bouleversante, celle d'une enfance marquée par la guerre, la perte et l'isolement, dans une Norvège dévastée par les horreurs du conflit mondial. Frida a survécu à des épreuves terribles dès son plus jeune âge. Ce qui semble être une réussite éclatante a en réalité été forgé dans la douleur et l'adversité. Son histoire ne se limite pas à son ascension vers la gloire avec ABBA, mais elle est d'abord celle d'une survivante, d'une femme qui a dû se reconstruire après une enfance dévastée par des tragédies personnelles et des stigmates indélébiles. En effet, bien que son nom soit désormais synonyme de succès mondial et de musique intemporelle, les premières années de Frida ont été façonnées par une réalité bien plus sombre. Née en 1945, en pleine Seconde Guerre mondiale, Frida a été l'enfant d'une époque où les cicatrices de la guerre laissaient des traces profondes et où les relations humaines étaient marquées par la haine et les souffrances. Le chemin qu'elle a parcouru pour trouver sa voie, tant au niveau personnel que professionnel, est celui d'un combat quotidien contre les blessures du passé et l'isolement. Ce n'est qu'aujourd'hui que Frida commence à ouvrir les portes de son passé, révélant progressivement la vérité brutale de son enfance. Frida est née le 15 novembre 1945 dans une petite ville de Norvège, dans une époque où les cicatrices de la guerre étaient encore fraîches et omniprésentes. Cette période de la fin de la Seconde Guerre mondiale a été une époque de division et de reconstruction, où les Norvégiens tentaient de se remettre des années d'occupation nazie. Frida n'a pas eu la chance de grandir dans une Norvège pacifiée et unie. Dès sa naissance, elle fut plongée dans un climat lourd de tensions et de conflits. Le père de Frida, Alfred As, était un soldat allemand stationné en Norvège pendant l'occupation nazie, dans le cadre du programme Lebensborn, une initiative lancée par Heinrich Himmler, visant à promouvoir la pureté de la race aryenne. Frida, en tant que produit de cette union entre sa mère, Anta, et un soldat nazi, portait dès ses premières heures sur terre la marque d'un stigmate social qui allait la suivre toute sa vie. Ces enfants nés sous le programme Lebensborn étaient en quelque sorte perçus comme des symboles d'une idéologie nazie, et, après la guerre, ils se sont retrouvés au centre de la haine et du rejet. Les enfants du Lebensborn, comme Frida, étaient considérés comme des parias dans leur propre pays. Leurs mères étaient traitées comme des traîtresses, et leur statut de bâtard leur ouvrait la porte à la violence sociale, à la discrimination systématique et au mépris des autorités et de la population. Dès sa naissance, Frida est donc marquée par une souffrance psychologique que beaucoup d'autres enfants nés dans des circonstances similaires ont également partagée. Elle grandit sans connaître son père, longtemps cru mort à la suite du naufrage d'un navire allemand pendant la guerre. Cette absence de son père, un vide qui a continué à la hanter tout au long de sa vie, fut amplifiée par la perte tragique de sa mère, qui mourut d'une insuffisance rénale alors que Frida n'était encore qu'un nourrisson. Après cette perte, Frida et sa grand-mère furent la Norvège pour se réfugier en Suède, espérant échapper à la haine qui pesait sur elle en raison de leur lien avec l'occupation nazie. Mais, comme beaucoup d'autres enfants, Frida se retrouva dans une situation d'isolement émotionnel et social. Les stigmates de son origine ne disparaissaient pas avec la frontière. En Suède, elle n'était ni complètement norvégienne, ni complètement suédoise. Elle restait cet enfant marqué par une identité complexe et tragique. C'est dans cet environnement profondément marqué par la guerre, la perte et la stigmatisation qu'elle a trouvé un refuge, la musique. Sa grand-mère lui chantait des chansons norvégiennes, transmettant ainsi à Frida un amour profond pour la musique qui deviendrait plus tard son exutoire et son unique moyen de se libérer de ses tourments intérieurs. Dès son plus jeune âge, sa voix émouvante et puissante fut remarquée par ses professeurs et voisins. Ce talent naturel devint pour elle une bouée de sauvetage, une manière d'exprimer la douleur et la solitude qui était son quotidien. Le voyage de Frida, bien que marqué par la musique, a débuté dans l'ombre de la souffrance et de la perte. Elle se souviendra toujours de cette époque où elle se sentait perdue, coupée de son identité et de ses racines, jusqu'à ce que la musique devienne sa voix, celle qui la relierait enfin au monde extérieur. Le voyage de Frida vers la découverte de son passé et la réconciliation avec son histoire personnelle ne fit que commencer à l'aube des années 1970, après des décennies de quête d'identité. Frida, qui avait grandi sans le moindre souvenir de son père, ne savait même pas à quoi il ressemblait ni ce qu'il était devenu. Longtemps, elle avait cru qu'il était mort, noyé pendant la guerre. L'absence de son père avait été l'une des plus grandes blessures de sa vie, une blessure qu'elle n'avait jamais pu guérir, une douleur persistante qui l'a hantée jusque dans sa vie adulte.
Le vide créé par cette absence, combiné à l'ostracisme dont elle avait souffert en raison de son statut d'enfant du Lebensborn, avait créé chez Frida un manque profond de repères affectifs. Pendant des années, Frida n'avait eu aucun contact avec son père, et il était facile de comprendre pourquoi. Après tout, il avait été un soldat allemand, stationné en Norvège durant l'occupation nazie. Après la guerre, il avait disparu des radars, et personne ne semblait savoir ce qu'il était devenu. À l'époque, il n'existait aucune possibilité d'obtenir des informations sur lui, et sa racine paternelle restait une question sans réponse. Frida vivait avec ce vide en elle, se demandant pourquoi son père n'avait jamais pris la peine de la retrouver, pourquoi il l'avait abandonnée, et pourquoi son existence semblait marquée par l'absence d'une figure paternelle. Mais au début des années 1970, un tournant décisif se produisit dans la vie de Frida. C'est alors qu'elle apprit, de manière presque accidentelle, que son père, loin d'être mort comme elle le croyait, était bien vivant. Cette révélation inattendue fit l'effet d'une bombe dans la vie de Frida, qui se retrouva face à une vérité qu'elle n'aurait jamais imaginée. Mais cette découverte ne fut pas qu'une simple rencontre avec un père longtemps idéalisé. Il s'agissait également de la confrontation à une réalité complexe, une réalité où se mêlait l'espoir, la confusion, mais aussi l'incertitude. La rencontre avec son père, Alfred Haas, se fit par l'intermédiaire de Benny Andersson, l'un de ses futurs compagnons au sein du groupe ABBA. Benny, qui connaissait bien l'histoire personnelle de Frida, se lança dans une recherche pour l'aider à retrouver son père biologique. Cela aboutit à une rencontre émouvante entre Frida et un Alfred Haas qui était désormais un homme âgé et à la retraite, pâtissier de son état. Les retrouvailles étaient à la fois bouleversantes et difficiles à vivre pour Frida. Lorsqu'elle en parla plus tard dans des interviews, elle confia que cette rencontre était d'autant plus complexe qu'elle avait lieu à un âge adulte, bien loin de l'enfant qu'elle avait été, dans une situation où les sentiments naturels d'affection étaient difficiles à faire émerger. Je ne peux pas vraiment me lier à lui comme je l'aurais fait si j'avais été adolescente ou enfant. Il m'a manqué pendant toute mon enfance, et cela crée un gouffre entre nous, expliqua-t-elle en évoquant ce moment délicat. Cette rencontre n'effaça pas les années de vide, ni la confusion qu'elle éprouvait vis-à-vis de cette figure paternelle qui n'avait jamais fait partie de sa vie. Ce qu'elle éprouva n'était pas de l'amour immédiat, mais une sorte de reconnaissance d'un lien biologique, un lien qui, pour Frida, avait été gâché par les années de séparation et de souffrance. Cette rencontre, bien qu'émotive, fit également émerger chez Frida des sentiments contradictoires. Elle ressentait de la tristesse, de la colère, mais aussi une forme de résignation face à une réalité qui ne pouvait jamais être changée. Les blessures de l'enfance étaient trop profondes pour être effacées en quelques rencontres, et la douleur accumulée à travers les années ne se dissipait pas si facilement. Cependant, bien que Frida ait du mal à établir une relation père-fille normale avec Alfred Haas, cette rencontre fut tout de même un moment cathartique. Frida comprit qu'elle pouvait enfin, après des décennies de doutes, poser des questions et obtenir des réponses, même si elles ne correspondaient pas toujours à ses attentes. Dans le même temps, cette quête pour retrouver son père la renvoya à une autre réalité, celle du passé de l'Europe durant la Seconde Guerre mondiale, une époque qui continuait de diviser les familles, les nations et les individus. Pour Frida, le poids de cette guerre, la souffrance qu'elle avait traversée en tant qu'enfant d'un soldat allemand, persistait dans ses souvenirs et dans les échos de son histoire familiale. Mais ce retour à ses racines, ce voyage dans son passé, la poussa également à se réconcilier avec son histoire personnelle, tout en lui offrant un certain apaisement. Le fait de rencontrer son père, bien qu'incomplet et imprévu, lui permettait de mieux comprendre qui elle était vraiment et d'accepter des parties d'elle-même qui, jusqu'alors, étaient enfouies dans l'oubli. Il fallut cependant encore du temps pour que Frida puisse pleinement accepter son père et la place qu'il occupait dans sa vie. Après la rencontre avec Alfred Haas, il y eut une période de réflexion, de compréhension, mais aussi de remise en question. Frida comprit alors qu'une part de son identité venait de cet homme qu'elle avait longtemps idéalisé, mais qui ne pouvait jamais être pour elle le père qu'elle avait perdu. La difficulté d'accepter cet homme, après une enfance marquée par l'absence et le rejet, resta une épreuve qui l'accompagna bien au-delà des premières retrouvailles. La célébrité mondiale, que Frida Lindstad avait longtemps cherchée en silence, arriva brusquement, mais elle ne pouvait effacer les blessures profondes de son passé. Après des années de quête et de lutte pour se reconstruire, elle se retrouva propulsée sur la scène internationale aux côtés de Benny Andersson, de Björn Ulvaeus et d'Agnetha Fältskog, dans ce qui allait devenir l'un des groupes les plus emblématiques de l'histoire de la musique, ABBA. Si ce succès mondial lui apporta la reconnaissance qu'elle méritait, il fut aussi accompagné d'une pression constante, d'un tourbillon médiatique qui n'a cessé de perturber sa vie privée et de raviver les cicatrices laissées par son passé. Le parcours de Frida avec ABBA débuta en 1972, lorsque le groupe se forma après une série de rencontres et de collaborations entre ses membres. C'est à cette époque que Frida,
qui avait déjà une carrière musicale solo en Suède, se joignit aux autres membres du groupe pour créer l'un des phénomènes musicaux les plus impressionnants du XXe siècle. Le groupe ABBA, avec son mélange de pop suédoise et de sonorités internationales, devint rapidement une véritable machine à succès. Des chansons comme Waterloo, Mamma Mia, Dancing Queen et Fernando résonnaient à travers le monde, et ABBA se hissa au sommet des classements mondiaux. Cependant, derrière cette façade de glamour et de paillettes, Frida se battait constamment avec des démons intérieurs. Bien qu'elle ait atteint des sommets inimaginables de célébrité, elle vivait une vie marquée par des contradictions. Son talent exceptionnel, sa voix envoûtante et sa présence scénique inoubliable lui apportèrent un public dévoué, mais la célébrité ne faisait qu'accentuer son sentiment de solitude. Le côté privé de sa vie, bien que discret, était toujours envahi par l'ombre de son passé et des souffrances intérieures qu'elle n'avait jamais complètement surmontées. L'intensité de l'exposition médiatique et la pression d'être constamment sous les feux des projecteurs étaient parfois accablantes pour Frida. Sa carrière avec ABBA était donc marquée par un mélange de succès éclatants et de luttes personnelles. Frida ne parvenait jamais à se libérer complètement des fantômes de son passé. En effet, même au sommet de sa gloire, l'ombre de ses premières années et de ses souffrances personnelles la suivait. Son mariage avec Benny Andersson, bien que profondément fondé sur l'amour et l'admiration mutuelle, était également teinté de tensions et de difficultés. Leur relation, passionnée mais complexe, devint le reflet des défis internes de Frida, des failles qu'elle n'arrivait pas à combler, des blessures qu'elle n'avait jamais totalement guéries. Frida n'était pas seulement une voix au sein du groupe, elle était une figure centrale de l'identité d'ABBA. Sa capacité à transmettre des émotions profondes à travers ses chansons était l'un des éléments qui rendait la musique du groupe si captivante. Mais malgré cette réussite, elle était hantée par la douleur de son passé. Chaque chanson interprétée par Frida semblait porter une charge émotionnelle particulière, un poids qu'elle seule connaissait. La beauté de sa voix, alliée à la profondeur des paroles, rendait la musique d'ABBA particulièrement poignante. Pourtant, derrière chaque sourire, chaque performance, Frida luttait contre un océan d'émotions contradictoires. Sa relation avec Benny Andersson, aussi intense qu'elle était marquée par des hauts et des bas. Leur mariage, bien qu'amoureux au début, ne parvint pas à survivre à la pression de la célébrité et des tensions croissantes au sein du groupe. En 1981, après plusieurs années de collaboration à la fois personnelle et professionnelle, le couple se sépara. Bien que leur divorce fût amical et qu'ils continuèrent à travailler ensemble sur la musique d'ABBA, il fut aussi un moment de rupture. Ce fut un coup dur pour Frida, mais, paradoxalement, elle continuait de briller sur scène. En 1982, après la séparation du groupe, Frida se lança dans une carrière solo. Ce projet lui permettait de se réinventer en dehors de l'ombre d'ABBA, d'explorer de nouvelles sonorités et de prendre son envol en tant qu'artiste à part entière. Son album Frida ENIM fut un succès critique, et la chanson Fernando, notamment, se classa parmi les plus populaires de sa carrière. Cet album marquait une transition, mais aussi une forme de libération pour Frida. C'était une nouvelle étape, un moment où elle pouvait enfin exprimer son propre style musical sans les contraintes de la dynamique de groupe. Mais malgré tout, l'ombre d'ABBA et l'héritage de ce groupe légendaire étaient toujours là, un fardeau à porter avec honneur et parfois avec un peu de tristesse. Frida, tout en poursuivant sa carrière solo, savait qu'ABBA avait marqué l'histoire de la musique. Mais la douleur de la séparation du groupe, de la fin d'une époque dorée, la suivait comme une ombre. Elle ressentait une forme de regret de ne pas avoir pu vivre plus longtemps ce rêve collectif. Mais en même temps, elle savait que sa carrière solo avait permis de révéler une nouvelle facette de son talent, une évolution qui la démarquait du groupe. Elle avait trouvé une nouvelle voie, une nouvelle liberté musicale, mais cette liberté n'avait pas effacé le poids des souvenirs. Le succès mondial d'ABBA offrait à Frida une reconnaissance qu'elle n'aurait jamais cru possible durant ses premières années de souffrance. Mais en même temps, il exacerbait ses douleurs intérieures. Elle était désormais une icône mondiale, mais cela ne rendait pas ses blessures moins profondes. Frida comprit alors que la célébrité pouvait offrir une forme de compensation, une échappatoire aux épreuves passées, mais que cette compensation était souvent fragile et temporaire. C'était une manière de masquer la douleur plutôt que de la guérir. Sa carrière musicale était le reflet de cette dualité, entre éclat et souffrance, entre triomphe et luttes intérieures. Malgré la gloire et l'adulation de millions de fans à travers le monde, Frida Lindstad a dû faire face à des tragédies personnelles profondes qui ont marqué sa vie, à la fois dans sa carrière et dans sa sphère intime. La célébrité, bien que gratifiante sur bien des aspects, ne pouvait masquer les blessures qui la rongeaient depuis son enfance. Après la fin d'ABBA en 1982, Frida se retrouva plongée dans une période de transition, où les luttes internes prenaient de plus en plus le pas sur l'euphorie de la scène.
Bien que le groupe ABBA ait connu un succès mondial énorme, la séparation du groupe laissa Frida dans une situation de solitude dévastatrice. Après avoir partagé l'immense succès de ces années avec ses compagnons de groupe, notamment Benny Andersson, avec qui elle avait également entretenu une relation amoureuse tumultueuse, Frida se retrouva face à un vide émotionnel. La fin de l'aventure ABBA, bien que prévue, marquait un tournant dans la vie de Frida, car la célébrité pouvait offrir des distractions mais ne réparait pas les blessures du passé. Cette solitude fut exacerbée par une série de pertes tragiques qui frapperaient Frida au cours des années suivantes. En 1998, un coup particulièrement dur la frappa. Sa fille Anne-Liselott Fredriksson, née de son premier mariage avec Ragnar Fredriksson, perdit tragiquement la vie dans un accident de voiture à Livonia, dans l'État de New York. Âgée de seulement 30 ans, Anne-Liselott était la mère d'un petit garçon, Jonathan Kasper, né en 1989. Cette perte fut un véritable choc pour Frida, une douleur insurmontable qui secoua les fondations de son monde. Frida n'avait jamais caché son amour pour ses enfants, mais elle n'avait jamais non plus parlé ouvertement de la complexité de ses relations avec eux. Comme elle a souvent avoué dans ses interviews, elle aurait voulu être plus présente, plus affectueuse avec eux durant leur enfance. La disparition de sa fille Anne-Liselott en 1998 raviva cette douleur qu'elle portait depuis longtemps et ravagea une part d'elle-même. Frida, qui avait déjà connu une enfance marquée par la perte de ses parents et la solitude, se retrouvait à faire face à une nouvelle forme de chagrin. La douleur de perdre un enfant, une douleur inimaginable pour beaucoup, a été un choc dévastateur qu'elle a dû surmonter dans la plus grande discrétion. Frida ne s'est jamais pleinement remise de cette tragédie. À la suite de la mort de sa fille, elle se réfugia dans le travail, mais aussi dans une solitude qu'elle portait désormais comme un fardeau. Il est difficile de décrire à quel point cette perte fut dévastatrice pour elle. L'amour maternel, si puissant, ne pouvait être effacé par la gloire. Et malgré ses réussites professionnelles et l'affection de ses fans, rien n'aurait pu combler ce vide immense. Mais le chagrin de Frida ne s'arrêta pas là. En 1999, moins d'un an après la mort de sa fille, un autre drame frappa Frida, cette fois-ci sur le plan personnel. Son mari Heinrich Russo, un aristocrate allemand qu'elle avait épousé en 1992, succomba à un lymphome, un cancer rare, à l'âge de 49 ans. Cette nouvelle perte fut un coup supplémentaire pour Frida. Elle décrivit Heinrich comme un être exceptionnel, un homme au cœur pur, drôle et spirituel, quelqu'un qu'elle avait profondément aimé. Sa mort, survenant peu de temps après celle de sa fille, plongea Frida dans un chagrin inconsolable. Cette série de tragédies, la perte de sa fille et la disparition de son mari, l'a laissée complètement anéantie. À cette époque, Frida s'éloigna un peu des projecteurs. Elle vivait désormais en Suisse, où elle s'installa avec son compagnon, Henry Smith, un aristocrate britannique. Elle chercha alors à trouver une forme de réconfort et de stabilité dans cette nouvelle relation. Cependant, les blessures laissées par ces pertes demeuraient profondes et la douleur de la perte de sa famille continuait de l'accompagner, bien qu'elle fût plus discrète. Elle choisit, comme elle l'avait toujours fait, de continuer à vivre en silence, sans en parler à ses fans ou aux médias. Si son public était conscient de sa vie de star, les luttes qu'elle affrontait en privé étaient cachées sous un masque de dignité. Malgré tout, Frida, forte de sa résilience, continua de mener sa vie avec la même élégance et la même grâce qui avait toujours fait d'elle une figure publique respectée. Mais la vie qu'elle menait en dehors des projecteurs était marquée par un isolement, un besoin de se retrouver dans la tranquillité et la paix après des années de turbulences émotionnelles. Pourtant, même en Suisse, loin du monde du show-business, elle ne pouvait échapper aux souvenirs et à la douleur. Frida fit face à une forme de solitude qui, bien que différente de celle de son enfance, restait également accablante. La perte de son mari et de sa fille, combinée à ses épreuves passées, ne pouvait jamais être compensée par la gloire ou les réussites professionnelles. Les témoignages de Frida au sujet de ses pertes sont rares, car elle n'a jamais souhaité faire étalage de sa douleur. Cependant, elle évoque parfois dans ses rares interviews que cette douleur l'a conduite à se replier sur elle-même. Mais même dans cette profonde solitude, elle n'a jamais cessé de faire face à l'adversité avec une force impressionnante. Cette capacité à continuer d'avancer malgré les tragédies qu'elle vivait est l'une des raisons pour lesquelles elle est devenue un symbole de résilience. Ainsi, la vie de Frida est marquée par cette dualité. D'un côté, une carrière brillante et une vie de célébrité, mais de l'autre, un poids émotionnel constant lié à la perte, à la douleur et au deuil. Derrière l'image publique d'une star de la musique, se cachait une femme profondément affectée par des pertes irrémédiables. Cependant, loin d'être un poids, ces épreuves ont forgé en elle une force de caractère qui l'a poussée à continuer à avancer, à continuer de chanter, à continuer de vivre malgré les tragédies. Frida Lindstad, après toutes les épreuves qu'elle avait traversées, n'a jamais oublié l'héritage indélébile laissé par ABBA.
Le groupe, qui avait marqué toute une époque avec ses chansons emblématiques et son influence inégalée sur l'industrie musicale, a continué à briller bien après sa séparation en 1982. Même lorsque les membres d'ABBA se sont éloignés les uns des autres et qu'ils ont pris des chemins différents, l'impact de leur musique n'a jamais cessé de croître. Et bien que Frida ait pris ses distances avec l'industrie musicale, il est impossible de séparer son identité personnelle et artistique de ce groupe légendaire. ABBA, avec ses harmonies parfaites, ses mélodies inoubliables et sa capacité à toucher les cœurs du public, reste l'un des groupes les plus populaires et les plus influents de tous les temps. La carrière du groupe a traversé les décennies et leurs chansons ont non seulement survécu à l'épreuve du temps, mais ont aussi été réinterprétées, adaptées et redécouvertes par de nouvelles générations de fans. La musique d'ABBA, grâce à sa capacité à évoquer des émotions profondes et à créer une atmosphère intemporelle, continue de faire partie de la bande-son de vie à travers le monde. Pour Frida, la musique est restée une constante dans sa vie, même lorsqu'elle a tenté de se distancer du monde de la célébrité. Mais à chaque étape de son parcours, elle n'a pu se défaire de son lien avec ABBA. Si la séparation du groupe en 1982 avait représenté un tournant majeur, elle ne fut jamais la fin de l'histoire musicale d'ABBA. C'est dans les années 1990, au moment où elle se réfugiait en Suisse, loin des lumières de la scène, qu'elle prit conscience de l'héritage qu'elle portait et des attentes permanentes des fans à travers le monde. Les membres du groupe, malgré leur séparation, continuaient d'être des figures de légende, et Frida savait que les chansons d'ABBA demeuraient ancrées dans les cœurs des gens. Les albums du groupe continuaient de se vendre, et les concerts de rétrospective, comme ceux donnés par des groupes hommages ou lors de productions théâtrales comme Mamma Mia, ravivaient la mémoire collective. Le monde continuait de célébrer ABBA, et Frida en faisait partie, même si elle s'efforçait de se reconstruire à son propre rythme. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager.